L'empathie, c'est de dire « Ah, je sens ce qu'elle sent ». Elle aime aller écouter de la musique tel concert. Et j'aime bien sentir qu'elle aime ça. Et donc, l'amour commence avec l'empathie. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, janvier est là. J'adore le début d'année avec sa belle énergie du renouveau et les bonnes résolutions que l'on se souhaite. C'est le moment parfait pour penser à vous, à vos envies et peut-être à un travail qui a plus de sens. Si c'est ce que vous ressentez, je vous recommande chaudement notre partenaire Chance. Leur bilan de compétences unique vous aide en seulement 3 mois à retrouver ce qui vous anime vraiment et à redessiner votre parcours professionnel avec l'aide d'un coach dédié. Et ce n'est pas tout, une communauté engagée est là pour vous soutenir et vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail qui pourrait vous aider à sauter le pas, le parcours, vous le savez, est finançable grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Alors, et si cette année vous osiez changer ce qui compte ? Rendez-vous dès maintenant sur chance.co pour faire le point gratuitement et transformer votre vie pro dès maintenant. Sans les autres, nous ne sommes rien. À leur contact, nous nous révélons. Mais les interactions ne sont pas à sens unique, ce n'est pas seulement nous qui allons vers les autres. Les autres viennent aussi vers nous. Et leurs paroles, leurs comportements, leur manière d'être peuvent avoir un impact sur nous, parfois inconsciemment, ou du moins sans que l'on soit capable d'expliquer nos réactions. Vous est-il déjà peut-être arrivé de vous dire « Je sens pas cette personne » en voyant s'approcher quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dans ce nouvel épisode de Métamorphose, j'ai voulu creuser avec mon invité cette question du rapport à l'autre, de ce qui se joue dans la rencontre. Qu'est-ce qu'il dit de nous ? Qu'est-ce qu'il révèle de nos propres blessures émotionnelles ? Mon invité est un célèbre psychiatre et psychanalyste lacanien qui connaît bien la psyché humaine grâce à la longue et riche carrière de praticien. Il est aussi un grand vulgarisateur de la pensée psychanalytique grâce aux nombreux livres qu'il a écrits, 37, plus de 37 je crois, et ses chroniques sur France Inter. Le dernier, qui vient tout juste de paraître aux éditions Payot, s'intitule « Clara, le bébé qui revient à la vie et autres récits ». Je suis ravie de retrouver dans Métamorphose le docteur Nazio. Bonjour docteur. Bonjour Anne Guéquière. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et travailler ensemble pour nos auditeurs et nos auditrices. Oui, absolument. Alors, vous avez, je le disais, une immense carrière. Vous avez reçu des prix prestigieux, vous avez travaillé avec Lacan, on le disait hors antenne, vous étiez amie avec Françoise Dolto. On avait déjà fait une émission de Métamorphose qui avait beaucoup plu à nos auditeurs, sans parler, je le disais encore, de vos chroniques sur France Inter. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce thème de comprendre un peu ce que les autres révèlent de nous finalement dans la rencontre. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se rencontre nous-mêmes en vrai, puisqu'on avait fait une interview à distance. Est-ce qu'on peut dire quand même que sans les autres, nous ne sommes rien, l'être humain n'est rien finalement, sans l'altérité ? Sans vous, Anne, je ne suis rien. Oui. Ça commence bien. Et sans moi, ouais. Anne, vous n'êtes rien non plus. C'est ça. Je défie n'importe lesquels de nos auditrices ou auditeurs qui nous écoutent de penser à ça. Cette personne, cet auditeur, il est quelqu'un parce qu'il y a un autre à côté de lui. D'ailleurs, je le dis dans le livre que vous avez cité, Clara, le bébé qui revient à la vie, je dis, on a besoin de l'autre pour être soi. Et ça, dès le début. Et l'être humain, et on le rappelle, l'être humain, c'est de tous les animaux,
celui qui a besoin d'un autre pour pouvoir exister pendant la première année. Si vous prenez un bébé et ce bébé, vous le laissez seul, sans personne, à 10 mois, il meurt. Oui, sans amour, sans contact. Il faut l'autre. Et autre chose que je voudrais vous raconter, que j'ai appris tout au long de mon travail et qui va intéresser. Je suis toujours surpris, Anne, qu'un bébé qui vient de naître et qu'il est abandonné par sa mère, parce que sa mère souffre ou pour une raison sociale ou autre, et ce bébé est abandonné et probablement il sera adopté plus tard, cet abandon va créer un traumatisme gravissime. Je me demande toujours, c'est la partie animale qui fait que le bébé a besoin de celle qu'il a engendrée. S'il y a une rupture, si l'autre disparaît, ce traumatisme que nous, les psys, nous appelons l'abandon, traumatisme d'abandon, eh bien, je suis surpris de savoir que, je l'ai appris avec mes patients, que vraiment, cet enfant, ces bébés, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, va avoir probablement des troubles. Oui, on y reviendra avec l'histoire de l'homme en noir, d'ailleurs, qui est dans votre ouvrage, puisqu'il s'agit... Mais en tout cas, il est sûr que l'autre est fondamental. Fondamental, pas seulement psychologiquement, fondamental physiologiquement. Moi, c'est le cerveau du petit bébé qui est abandonné par sa mère, par exemple, comme j'en ai des cas, eh bien, le cerveau de ce petit bébé va être affecté. Je dirais, il y aura une déconnexion des neurones. Oui. Rappelez-nous peut-être justement les besoins fondamentaux. On parlait de Dolto, elle a beaucoup insisté dessus. Comme tous les psys. Hein. Les besoins fondamentaux, c'est la présence de la mère, c'est la voix de la mère, c'est la caresse, mais c'est surtout la présence. Alors vous dites la mère, ça peut être un substitut parental ? Il peut y avoir un substitut parental. Il y aura cet enfant qui est abandonné par une maman qui préfère ne pas s'occuper de ce bébé, comme il en arrive, même aujourd'hui. Eh bien, il y aura un substitut maternel même. Mais jamais il va vraiment être un substitut qui permettra d'éviter le traumatisme de l'abandon, c'est-à-dire l'impact gravissime au niveau du cerveau. Oui. Je voudrais le dire d'une façon simple. Les personnes qui ont été abandonnées et adoptées, c'est-à-dire les enfants adoptés, la plupart sont des enfants qui grandissent bien, mais il y en a beaucoup qui vont avoir des troubles à l'âge adulte. Merci effectivement de le rappeler. Après, ils n'y peuvent rien, entre guillemets, effectivement. Hein. L'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut ensuite se réparer par rapport à ce traumatisme-là. Hein. Bien sûr. Je le dis parce que parfois, certaines personnes peuvent se dire j'aimerais adopter, mais je peux avoir trop peur, en fait, de cet enfant qui arrivera avec le trauma, évidemment, déjà là. Mais bon, ça fait partie. Il faut savoir que tout enfant adopté a été un enfant abandonné. Alors, dans votre livre, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette histoire de Clara, de ce bébé qui perçoit le mal-être de sa mère, de sa maman, parce que c'est très frappant. Ce bébé qui arrive avec sa mère, vous allez nous raconter l'histoire dans votre cabinet, il y a longtemps déjà que cette histoire vous est arrivée, mais elle est frappante. Et ce qui m'a frappée, c'est vraiment la posture de ce bébé, avec cette tête qui est un peu sur le côté, qui semble presque aller vers la mort d'une certaine manière. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là entre vos mots. Cette histoire de Clara, pour ceux qui ne la connaissent pas, rapidement, c'est un bébé qui souffrait de ce que nous appelons la dépression d'un nourrisson. Et évidemment, beaucoup de gens n'imaginent pas qu'un bébé peut souffrir d'une dépression. Absolument. Oui,
il y a la dépression du nourrisson et qui existe dans les différents problèmes que nous avons avec des bébés. Eh bien, ces bébés souffraient d'une dépression. Elle a 10 mois à peu près, Clara. Il a 10 mois, Clara, et il vient avec sa maman, et sa maman vient me dire, docteur, j'ai vu de nombreux pédiatres, je ne sais plus quoi faire avec ma petite fille, elle ne dort pas, 2 heures par nuit, c'est horrible pour un bébé, 2 heures de sommeil, il passe son temps, me disait la mère, avec les yeux grands ouverts. Et avant, elle pleurait, mais elle ne pleure plus, docteur. Je suis préoccupé, je la vois avec les yeux ouverts, comme inerte. C'est horrible de voir mon bébé comme ça. Et elle me parle, et pendant ce temps, je pose des questions, et à un moment, l'idée me vient intuitivement. Comme souvent en thérapie. Voilà, c'est ce que j'appelle l'empathie. On va y revenir. Voilà, on va y revenir. Mais que se passe-t-il? Je suis avec la maman a le bébé sur ses genoux, et je regarde la mère, me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, et vous, madame, votre bébé ne dort pas, mais vous dormez? Et elle me dit, mais comment vous voulez que je dorme si le bébé ne dort pas? Je dis, mais madame, dans le peu de temps où vous dormez bien? Et à ce moment, elle me dit, non, docteur, pendant ce temps, j'ai comme une vision. Une vision? Oui, ma sœur qui est morte, qui s'est suicidée, ma petite sœur, eh bien, je la vois devant moi, qui me fait des reproches. Qui s'est suicidée il y a 1 an, elle dit. Voilà, à peu près. Ouais, à peu près. S'était suicidée il y a 1 an. Donc peu de temps avant l'arrivée du bébé. Et à ces moments-là, la mère fond en larmes et il me dit, et elle pleure. Et je la vois effondrée et soudain me vient tout de suite la compréhension de la dépression de ce nourrisson. Oui. Et je m'adresse à Clara et je lui dis, tout ça c'est spontané, il n'y a pas de réflexion. Je voudrais que l'auditrice et l'auditeur sachent que il n'y a pas de réflexion théorique. Tout est spontané. Oui. Eh bien, à ce moment-là, je m'adresse au bébé et je lui dis, Clara, maintenant j'ai compris pourquoi tu ne dors pas. Tu ne dors pas parce que tu es préoccupée pour ta maman qui souffre. Eh bien, je te promets, Clara. Là, je m'émeus. Oui, c'est incroyable. Oui, parce qu'on re-rentre dans la scène. Incroyable, parce que c'est une histoire ancienne. Je l'ai écrite. Et c'est pendant, en vous la racontant, Anne, je sens l'émotion. Et je lui dis, c'est moi qui va s'occuper de ta maman. Tu peux dormir tranquille. Vous vous adressez au bébé. Absolument. Je m'adresse au bébé. On parle d'un bébé, c'est pour ça que je rappelle son âge. Elle a 10 mois. 10 mois. Mais tout ça, c'est spontané. Il n'y a pas de réflexion. Il faut que vous sachiez que les professionnels que nous sommes, nous n'avons pas de théorie dans la tête. La théorie est dans notre corps et dans notre histoire. Et tout est comme vous, Anne. Vous avez des années, j'imagine, de faire des interviews. Eh bien, là, au présent, vous êtes vous, en action. Bien sûr. Sans pensée préalable. Le masque neutre n'existe pas, en fait. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous n'imaginez pas, à ces moments, quand je parle comme ça au bébé, et le bébé, je vous jure, il m'entendait. Peut-être, je dis, alors le bébé se redresse, et il me regarde avec un regard, je dis, touchant d'intelligence, et il appuie la tête sur l'épaule de la mère alors qu'il était tout à fait avachi, tout à fait difforme, ce bébé. C'était pas un bébé dans une tenue tonique, c'était un bébé aplati. Eh bien, là, il se redresse, il me regarde. Je vous assure, ce moment, c'est exceptionnel, exceptionnel. Alors, après, ça, l'histoire continue, que je me suis occupé de la maman, bref. Mais c'est ces moments-là
est important. Et je dois ajouter quelque chose. Oui. J'écris cette histoire. Je l'ai dit à certains moments, je l'avais dit à France Inter. Eh bien, la réaction des nombreux lecteurs, des nombreuses personnes qui m'ont écouté cette histoire, c'est qu'ils sont sensibles à la phrase « Tu peux dormir tranquille, je veux m'occuper. Je veux m'occuper de ta mère, tu peux dormir tranquille. » Alors, si on essaye de comprendre justement le mécanisme qui se joue, ce bébé va fusionner avec la dépression de sa mère, le fait que sa mère n'aille pas bien. Et sa mère rentre dans une double culpabilité. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer en réalité. Tout à fait. Qu'on comprenne. C'est compliqué parce que la mère va être coupable, va se sentir coupable de ne pas avoir aidé ou évité le suicide de sa petite sœur et en même temps coupable de ne pas pouvoir éviter que sa petite fille qui a 10 mois soit affectée par sa tristesse et sa culpabilité vis-à-vis de la sœur. Et je voudrais dire que, chose importante, cette phrase « Je veux m'en occuper, tu peux dormir tranquille », cette phrase, nous avons tous besoin de cette phrase. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Voilà l'autre que vous demandez. Quelqu'un qui me dise « Dors, repose-toi ». Aujourd'hui, on pourrait dire « T'inquiète, je gère ». Exactement. T'inquiète, voilà, il y a quelque chose de... Mais oui, t'inquiète, je gère, mais et ça n'a pas la force. C'est un peu trop, je dirais, superficiel. Oui, puis dormir, c'est vraiment l'abandon. Oui, voilà. On s'abandonne. La phrase, c'est « repose-toi ». Je ne le savais pas. Je l'ai appris après. Oui, parce qu'il y a l'hypervigilance, en fait, qui est dite aussi dedans. Nous sommes en vigilance permanente. Ce bébé est en hypervigilance permanente, Tout à fait. Oui. Et nous sommes, dans notre société, en hypervigilance. Oui. Et cette phrase, c'est comme si nous attendions tous d'avoir cette phrase de l'autre qui nous dise « Calme-toi, repose-toi, je m'en occupe ». Ce qui est intéressant aussi, très intéressant dans cette histoire, c'est que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, affectés par ce que l'autre l'altère, que ce soit un père, une mère, un ami, un mari, un conjoint, quel que soit notre entourage, va imprégner à l'intérieur de nous, donc va en fait nous communiquer. De bon, de mauvais, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est comme ça. Quelle conscience on peut avoir par rapport à cela? Parce que dans le cas présent, ce qui est quand même intéressant, c'est que Clara est un symptôme du mal-être de sa mère, donc elle vient dire quelque chose. Donc c'est très intéressant parce qu'elle vient donner l'information. Alors, si tant est que ça ne va pas jusqu'à la mort du bébé, on est complètement d'accord. Mais elle vient donner un signal, en fait, à sa mère. Donc, comment est-ce qu'on peut être en conscience du signal de ce que j'absorbe de l'autre qui fait que je deviens un symptôme ou que l'autre vient me dire, en tant que symptôme, qu'il se passe quelque chose? C'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Mais il faut savoir qu'à partir du 8e mois des grossesses, à partir du 8e mois, le fœtus, déjà au 7e mois, au 8e mois, il y a une maman enceinte qui nous écoute, je dirais, madame, votre bébé, déjà au 7e mois de grossesse, perçoit les émotions que vous vivez, perçoit l'émotion joyeuse ou l'émotion malheureuse que vous vivez. Oui. Quand vous vous disputez avec votre époux, le bébé le ressent. Quand vous êtes contente parce que vous recevez une bonne nouvelle, le bébé le ressent. Ça à partir du 8e mois. Donc déjà, le fœtus que nous avons été perçoit les émotions de l'autre. Et je pense que Clara, qui avait 10 mois, était déjà avec une sensibilité vis-à-vis de l'émotion de la mère. Mais c'est pas simplement Anne, et la sensibilité de dire « ma mère souffre », c'est
plus que ça. C'est ma mère souffre et je voudrais l'aider. Oui, elle cherche à réparer. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, les enfants sont... Et ça, je les ai appris. Ça, c'est pas simplement une expérience personnelle. Je travaille avec des enfants depuis tant d'années et j'ai reçu tellement d'enfants. Vous n'imaginez pas, les enfants sont très sensibles. Nous, les adultes, nous ne nous rendons pas compte, mais l'enfant sent lorsque nous allons mal et il a envie de nous aider alors qu'il n'a pas les moyens. Et Clara, c'était ça. Elle voulait être la mère de sa mère. C'était pas simplement « je perçois la souffrance de l'autre ». C'est « je veux réparer », comme vous dites, Anne. Je veux réparer la souffrance de l'autre. Oui. Elle cherche vraiment, malgré elle, à réparer. Alors, on peut retrouver ce mécanisme chez les adultes qui cherchent à réparer l'autre. J'ai fait une émission, par exemple, sur le syndrome du sauveur. Est-ce que inconsciemment, on ne cherche pas, d'une manière ou d'une autre, dans nos systémies, à réparer l'autre ? Oui. Parce que l'autre fait partie de nous. À condition qu'il y ait l'amour. Oui. L'amour, c'est la condition de base. Plus j'avance dans ma vie, plus j'avance dans mon travail, je me rends compte de l'importance d'amour. L'amour, ça veut dire c'est sentir reconnu et reconnaître l'autre. La reconnaissance est une forme d'amour. Mais oui, s'il y a amour, si l'autre m'intéresse, si l'autre compte pour moi, et je sens que je compte pour lui, oui, là, s'il souffre, j'ai envie de réparer. C'est pulsionnel. C'est une tendance inhérente à nous tous, prendre soin de l'autre. Et d'ailleurs, c'est ça que nous sommes en train de faire ce matin. Je le fais avec grand plaisir de parler avec vous, Anne, parce que je sais qu'il y aura des personnes qui vont nous écouter et qui vont savoir confirmer que dans notre société, les sentiments, un des sentiments les plus importants que nous avons à préserver, à garder, à développer, c'est prendre soin de l'autre. C'est formidable. Comment, à travers ça, se construit alors mon identité ? Comment, à travers le soin que m'a donné l'autre, ou le soin que moi je peux apporter à l'autre, va se construire qui je suis ? Je suis finalement constituée de tout ce que les autres, autour de moi, ont fait pour moi. Absolument. Ou n'ont pas fait. Et que j'ai fait pour eux. Et voilà, inversement. C'est les deux. Bref, l'autre est tout le temps dans notre existence. D'ailleurs, j'ai une formule qui est « je suis né un, mais je mourrai plusieurs ». Oui, nous sommes un panthéon, en fait, de soi et de l'autre. Bien sûr. Des autres. Parce que je suis un, en fait, je suis né un, on pourrait dire, je suis né avec ma mère, parce que nous ne sommes pas un, mais bon, je dirais pour mieux. Vous parlez assez peu du père, quand même. Voilà, il y a les pères, il y a la mère, etc. Mais pour bien faire le contraste, je nais un, mais je mourrai plusieurs, parce que ma vie est constituée. Je suis l'identité, je suis l'aboutissement des nombreux personnes, que certaines qui coexistent avec moi, que j'ai aimées, que je continue à aimer. Les personnes qui, moi-même, je pense à mes enfants, que j'ai pu contribuer à engendrer, et aussi de tous ceux que je ne vois plus, et qui ont décidé de ma vie. Mes maîtres, au niveau professionnel, j'ai eu des maîtres magnifiques. Oui. J'ai eu une chance inouïe. Je suis d'origine, alors probablement beaucoup d'auditeurs entendent mon accent. Je suis d'origine argentine, et en Argentine, la profession de psychiatre, psychanalyste, c'est très développé. Oui, donc, c'est une grande terre de la psychanalyse. Oui, c'est une grande terre de la psy. Oui. Et j'ai eu des maîtres merveilleux. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai eu Lacan comme maître, j'ai eu Dolto comme maître. C'est-à-dire,
tous ces gens qui aujourd'hui ne sont plus là sont en moi. Bien sûr. La parole que vous m'entendez là, Anne, c'est la parole qui est l'aboutissement, c'est la synthèse de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai reçu et donné aussi. J'ai dû recevoir, j'ai fait le calcul l'autre jour, je vais avoir 60 ans en janvier, le 8 janvier 2025, je vais avoir 60 ans de métier. J'ai dû recevoir entre l'hôpital et les cabinets privés à peu près 12 000 personnes. Bon, faudra qu'on refasse une émission quand même pour fêter ça. Incroyable. Tout à fait, c'est incroyable. Ouais. Et vous imaginez, je reçois toujours des lettres de remerciements, etc. Mais je donnais, mais je reçus. Et chacun de nous, chacun de ceux qui nous écoutent, aussi a donné et il a reçu. Alors dans votre cas, vous êtes quand même habité de milliers, de millions, de milliers, peut-être pas de millions, mais de milliers de personnes. Absolument, c'est-à-dire que... absolument. Nous sommes l'aboutissement de ça. Et en plus, en tant que psy, ce sont des histoires de vie qui vont loin. C'est-à-dire que vous avez le roman de vie de milliers de personnes. C'est quand même extraordinaire. Alors, à la fois, ça peut paraître vertigineux, quelque part, de se dire que vous êtes habité de tous ces récits. Et en même temps, il y a une merveille à travers ça. Et en même temps, il y a l'humilité. Oui. Si vous me demandiez, docteur Nasio, quel est votre secret que vous voulez garder de le meilleur de ce que vous êtes de vous-même, je dirais l'humilité, l'humanité. C'est-à-dire qu'avant tout, vous, Anne, vous n'êtes pas celle qui m'interviewe, vous êtes un être humain, avec une histoire, avec des défauts, avec des qualités, avec une présence, avec l'amour. Vous aimez, vous détestez. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que malgré les nombres de personnes qui ont contribué à mon existence, à mon identité, la chose importante, c'est de ne jamais oublier qu'on est un simple humain. Et je le dis pas, c'est pas ma parole, c'est pas fausse, c'est vrai, je le sens. Chaque fois, pour moi, le plus important, c'est mon innocence, mon humanité et mon innocence. Et je garde précieusement que lorsque je reçois un patient pour la première fois, lorsque je vois quelqu'un, pas un patient nécessairement, pour la première fois, j'ai envie d'être innocent, de garder mon innocence d'enfant. Garder l'innocence d'enfant signifie être surpris. J'ai besoin d'être surpris. C'est la qualité la plus importante pour un être humain de pouvoir se surprendre. Ça veut dire qu'il est innocent. Est-ce que c'est important, d'après vous, d'avoir cette conscience de l'autre, de toutes ces altérités qui nous habitent à l'intérieur de nous, de cette construction identitaire, avec parfois ce que ça a de bon, mais aussi de mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont construit notre identité dont on n'a pas toujours envie qu'elles fassent partie de nous. Pour certaines personnes qui ont été traumatisées, peut-être, elles n'ont pas envie, finalement, que ce panthéon continue à avoir cette vivance et cette voix à l'intérieur d'eux. C'est très importante, votre question, parce que il y a des personnes qui nous ont fait du mal et que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne pouvons pas effacer. Oui. On peut les oublier, mais on ne peut pas l'effacer de notre existence. Alors, c'est très important de savoir ce que j'ai appris. J'ai appris que lorsque nous avons une expérience émotionnelle forte, intense, cette expérience émotionnelle se garde à l'intérieur de nous. Toute expérience forte reste en nous. Ça, c'est indiscutable. Que ce soit forte, heureuse, ou que ce soit forte, malheureuse, mais forte. Et ça, c'est que souvent des gens me disent, mais pourquoi l'impact initial est si important? L'impact initial intense
est si important. La question, c'est l'intensité. Oui, l'intensité qui en fait presque une loyauté. Absolument. Absolument. C'est une permanence. Oui. Les choses fortes que nous avons vécues restent en nous. Il faut savoir que nous pouvons oublier, nous pouvons gérer, mais ça fait partie de notre être. Oui, nos cellules, notre corps. Notre cerveau garde la trace des impressions initiales puissantes. Peut-être à ce sujet, l'histoire de l'homme en noir dans votre livre est intéressante, parce que cet homme, il arrive chez vous, alors déjà, il est habillé de manière assez particulière, il est complètement en noir, d'ailleurs, vous avez donné le nom de cette histoire, l'homme en noir, le parapluie, chaque détail. Absolument. Voilà, il a une attitude un peu particulière dans sa tenue vestimentaire. Et puis, il a perdu sa maman jeune, et il souffre presque d'un double trauma. J'aimerais bien que vous nous le racontiez, parce que ce fantôme, je le dis comme ça, c'est pas vos mots, mais ce fantôme qui l'habite, qui est le fantôme de sa maman, qui reste à l'intérieur de lui, en fait, ce panthéon de sa mère ne peut pas partir, il peut pas la laisser partir, et elle est toujours adulte en lui quelque part. Exactement. Oui. Et ça, vous le résumez très bien. Ces patients m'ont surpris, parce que le premier jour, je l'ai vu habillé tout en noir, avec cravate, etc. C'était un jeune homme de 26 ans à peu près. Mm-hmm. Eh bien, au fur et à mesure de nos séances, je comprends que la mère est morte quand il avait 6 ans. Et il arrive, pour moi, la mort d'un père ou d'une mère entre 0 et 16 ans, c'est toujours un événement qui laisse des traces chez un être humain. Après moins ? Après moins, je ne saurais pas bien le dire. Pourquoi ? Après 16 ans, c'est comme si nous étions plus solides. Nous savions mieux recevoir le coup, ne pas être effondré. L'impact est moins fort. D'accord. Mais entre 0 et 16 ans, la mort d'un père, la mort d'une mère, la disparition, parfois, c'est pas nécessairement la mort. Absolument, oui. C'est, par exemple, une mère qui est malade et quitte la maison et il est à l'hôpital pendant 2 mois. Ou des personnes qui disparaissent. Moi, je Ou l'ai des personnes vécu qui disparaissent. dans mon entourage. Voilà. C'est très particulier. Exactement. Oui. Des êtres qu'on comptait pour nous. Oui. Eh bien, ça, c'est toujours une expérience puissante qui reste. Eh bien, ce patient avait eu cette histoire d'une maman qui est morte dans un accident de voiture quand il avait 6 ans. Mais il va arriver un deuxième problème. C'est ça. C'est que le père, comme ça arrive, le père, ne voulant pas lui faire du mal à l'enfant, va lui dire « ta maman va venir ». Il est parti en voyage. C'est horrible de faire ça. Je demande aux auditeurs et auditrices de ne pas mentir à l'enfant. Quand il a un drame, l'enfant est suffisamment fort pour bien encaisser. Ne faites pas des choses comme ça. Et surtout, ça lui permet d'agir en fonction. Exactement. Et là, il lui a menti à l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, pendant 1 an, a vécu la mère comme une mère qui l'abandonne, qui s'en va, qui le trahit, alors que la mère était morte. Bon, ça... C'est pas du tout la même chose. Hein. Non, pas du tout la même chose. C'est pour ça. Que s'est-il passé ? C'est que cet enfant ce garçon va grandir et il va arriver ce que nous appelons, Anne, dans notre jargon, un deuil inaccompli, un deuil pathologique. Le deuil normal de nous tous, c'est quoi un deuil ? Un deuil, c'est quelqu'un disparaît, nous l'aimons, il disparaît, ma mère disparaît. Le deuil, c'est que je vais apprendre à vivre avec l'absence de l'être aimé et perdu. Ça, c'est un deuil. Le deuil, qu'est-ce que c'est qu'un deuil ? Un deuil, c'est un temps, le temps qu'il nous faut pour apprendre à vivre avec l'absence de l'être que nous avons aimé
que nous continuons à aimer, mais qu'il est perdu. Point la ligne. Le deuil pathologique, c'est que l'être que nous avons perdu, on ne peut pas s'adapter à l'absence. Pour nous, il est toujours présent. Et pour ces garçons, la mère était tout le temps présente. Eh oui, il vivait dans l'attente de son retour. Absolument. Vivait dans l'attente de son retour, donc elle n'était pas morte. C'est comme un fantôme. Donc il était à la fois habillé en noir, en deuil, et en même temps, la mère était toujours là. Et parfois, comme on l'avait travaillé, il pouvait me dire, mais docteur, elle est toujours là, mais morte. Ça veut dire qu'elle n'est même pas vivante. Elle est toujours là. Il envahit, ça veut dire sa présence de revenant, appelons-le, Oui. la présence de revenant. Le revenant était là, en occupant toute la place de la vie de cet homme. Oui, en fait, c'était toujours le même statut, c'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Voilà. Il y avait les deux qui cohabitaient Exactement. toujours. C'est ça qui est terrifiant. C'est ça. Quand il travaillait, Oui. elle n'était pas là. Quand il était seul chez lui, elle était là. Oui. La nuit, elle était là. Au moment les plus intimes de lui, elle était toujours là. Et donc, il était en noir, comme disant, ma mère est là, mais morte. C'est très compliqué à bien comprendre pour ceux qui ne connaissent pas ces problèmes de la vie psychologique de ceux qui souffrent. Cet homme souffrait beaucoup. Et finalement, je vais avoir une intervention. Alors oui, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, parce que là, à nouveau, on parle de l'intuition. Et là, vous avez une intuition qui vous émeut d'ailleurs beaucoup. Et j'aime bien ce passage où vous êtes en pleine présence, vous êtes là, c'est bien le psy qui est là, et en même temps, vous êtes complètement... je ne vais pas dire le mot possédé parce qu'il a une connotation particulière, mais quand même, vous êtes pris dans un flot particulier. Absolument, Anne. Merci de me le rappeler. En plus, j'étais dans une séance avec lui, oui. et il parle, et à un moment, il dit « Ma mère est partie ». Et puis, j'écoute cette phrase, et vous avez raison, c'est un état second. J'entre dans un état bizarre, j'écoute ces phrases et je commence à m'imaginer une histoire, que la mère est partie et que c'est pas que la mère est partie au sens depuis que ma mère est partie, pour lui c'était vouloir dire depuis que ma mère est morte. Mais moi, au lieu de dire ma mère est partie, la mère est morte, je commence à imaginer comme dans une sorte de rêve que la mère part en vrai. C'est une mère qui ouvre la grille de la porte et il s'en va. Et que l'enfant court derrière et il lui crie « Maman, attends-moi, attends-moi ». Et alors elle se tourne et elle dit « Non, tu peux pas venir avec moi. Tu restes ». Et l'enfant ne reste pas. La mère court et il court derrière. Eh bien, cette histoire, ça me venait comme ça et je le commençais à lui dire à lui. Et ça a eu un effet extraordinaire. Parce que je raconte donc à lui cette histoire. Oui. Cette histoire se continue qu'à un moment, l'enfant accepte que la mère part et il voit la mère partir à l'horizon et il s'assoit fatigué sur le bord de la route et il découvre la main. Il voit ses mains qui sont des mains d'homme. D'adulte, oui. Et il se découvre un homme. Et sans le vouloir, Anne, je le fais naturellement. Je ne savais pas, je ne me suis pas dit, je vais lui montrer ce que c'est qu'un deuil normal. Mais la métaphore que je racontais, tout à fait, de manière absolument spontanée, était la métaphore d'un deuil normal. De ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Ouais. Et vous dites qu'à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il a suffi encore de quelques mois et absolument, puis il a senti que ça y est. Ça a été décisif pour arrêter, finir le travail avec cet homme qui d'ailleurs, maintenant, dernièrement, il y a quelques années que je ne reçois plus, mais pendant un temps, je recevais des lettres de lui où il me racontait... Oui, vous dites qu'il a fondé une famille. Absolument. Voilà. Il a pu enfin... Absolument. Ouais.
se libérer. Ça montre aussi, à la fois, dans votre cas, la pleine humanité du thérapeute, comme vous disiez tout à l'heure, cette forte intuition quand même, en disant, on est des humains. Oui, je suis psychiatre, je suis psy, mais il y a aussi cette intuition de ce qui se vit. Et puis, dans ces histoires, ce qui est toujours troublant, c'est comment on ne laisse pas partir aussi nos morts. Alors là, on rentre peut-être dans une autre dimension, mais l'âme des personnes, est-ce qu'on ne les laisse pas partir non plus dans cette idée? Je ne sais pas si... Voilà. C'est le cas de l'homme en noir. Oui. C'est-à-dire, il ne laissait pas partir sa mère se reposer dans le règne des morts. Oui, est-ce que les morts ont besoin vraiment qu'on les laisse partir à un moment donné? Je dirais que cette formule, laisser les morts se reposer en paix, c'est une manière de nous dire à nous-mêmes, ayons une autre relation avec les morts que nous avons, les êtres morts que nous avons aimés. Parce que ça fait comme Clara, on cherche sinon à tout le temps les réparer en réalité. Je fais le parallèle entre les deux histoires. C'est très juste, je n'avais jamais pensé, absolument. Absolument. Laisser les morts se reposer en paix, c'est comme si je me disais, ou je lui disais à la personne en deuil, le survivant, tranquille, soyez tranquille, laissez le mort, oubliez-le, rappelez-vous de lui, allez au cimetière de temps en temps, oubliez-le et vivez, je dirais, comme vous, va et vis, et deviens conscient de toi-même. C'est cette phrase-là de votre livre, d'ailleurs, magnifique, Anne Guesquière, va, vis et deviens conscient de toi-même. C'est vraiment le titre de ce livre, et c'est la phrase qu'on pourrait le dire en vivant. Va, vis et deviens conscient de toi-même, et laisse les morts se reposer en paix. D'ailleurs, il vous dit qu'à la naissance de son premier enfant, il est allé se recueillir sur la tombe de sa mère. Exactement. La boucle est bouclée, quelque absolument, part. Absolument. C'est très beau. Alors, peut-être, on en a un petit peu parlé, j'aimerais qu'on aborde la question de l'empathie. On l'a déjà un peu évoqué avec la reconnaissance, être en amour avec l'autre, être vraiment dans ce sentiment. Mais l'empathie, quand même, souvent fait défaut. Peut-être à ne pas confondre avec la compassion. Ce serait intéressant de faire, si on arrive à faire le distinguo peut-être entre les deux. Comment est-ce que nous, humains, nous pouvons avoir cette conscience d'être peut-être plus en empathie dans l'autre, sans pour autant se laisser envahir par l'autre, ce qui est le cas aussi parfois de beaucoup de personnes qui veulent sauver l'autre, qui rentrent en empathie, qui fusionnent avec l'autre, et là, on va aussi parfois droit à la catastrophe. Qu'est-ce que serait la juste empathie en réalité ? Il y a l'empathie et il y a différents termes qui sont autour. Compassion, sympathie, prendre soin de l'autre, etc. L'empathie est à l'origine de tout cela. L'empathie, c'est un fonctionnement mental, d'abord. Un fonctionnement mental et émotionnel. Mental, ça ne veut pas dire seulement cognitif. Ça veut dire l'émotion, la sensibilité. Oui. Donc, l'empathie, c'est la faculté que nous avons tous. La faculté de nous mettre à la place de l'autre. De ressentir ce qu'il ressent et d'anticiper ce que je vais, d'anticiper, mais spontanément, sans réflexion, ce que je vais lui dire ou ce que je vais faire. Oui. On le fait automatiquement, cette empathie. Ça fonctionne, tout le monde a empathie, plus ou moins présente, mais tous, nous avons cette faculté. Oui, c'est peut-être lié à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs. Par exemple. Oui. Alors, si je suis capable de cette empathie, la relation avec l'autre, déjà, se présente bien. Par exemple, quand je rencontre une fille, et je suis un jeune, j'ai 25 ans, je rencontre une fille, elle me plaît, et elle va devenir mon amoureuse, et demain, elle deviendra ma femme. Eh bien, ça commence par l'empathie. L'empathie, c'est de dire « Ah, je sens ce qu'elle sent ».
Et là, elle aime aller écouter de la musique, tel concert. Et j'aime bien sentir qu'elle aime ça. Oui. Et donc, l'amour commence avec l'empathie. Y compris pour soi-même, d'ailleurs. Y compris pour soi-même. Y compris pour le jeune, justement, qui avait à l'intérieur de soi et qui, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'il se chemine. découvre, parfois on ne se rend pas compte, mais on se découvre qu'on est sensible. Quand on dit la formule, être sensible à l'autre, c'est ça. Je sens, je ressens ce que l'autre sent. Je le prévois, je l'imagine. D'ailleurs, l'empathie correspond à deux. Je dis que c'est une faculté, mais cette faculté, en fait, sont deux facultés. La faculté d'imaginer et la faculté de sentir. J'imagine ce que vous ressentez, Anne. Et deuxièmement, je l'imagine et je le ressens moi-même. Donc, l'empathie, c'est imaginer ce que ressent l'autre et en l'imaginant, l'éprouver soi-même. Ce qui peut être parfois d'ailleurs faux, dans l'imagination qu'on peut se faire de ce que l'autre ressent. Tout à fait. Ça, c'est absolument, bien sûr. Je se peux dire, me tromper. Tiens, il pourrait avoir besoin de ça, alors qu'en fait, il n'a rien demandé. Je le conçois. Par exemple, un dirigeant, c'est très important. C'est une des qualités d'un dirigeant d'avoir de l'empathie pour ses personnels, pour les collaborateurs. Il faut que le dirigeant, s'il veut avoir une bonne équipe, il faut qu'il sente déjà ce que sent son collaborateur. Oui. Et ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Et je dis souvent, parfois j'ai des dirigeants qui viennent me voir, c'est fondamental de ne pas demander à votre collaborateur une mission qu'il ne pourra pas accomplir. Donc d'abord, il faut que je sente que lui peut l'accomplir. Et alors, je vais lui demander. Ça demande des qualités d'attention, d'empathie, mais aussi de psychologie, de comprendre l'autre. Exactement. Ça veut dire qu'il faut être aussi pour l'empathie, je disais, imagination, sensibilité, et il faut être un bon observateur. Y compris d'ailleurs pour des parents éducateurs. Exactement. Il faut être un bon observateur. Et d'ailleurs, je conseille à mes élèves que lorsqu'ils sont dans le métro, ils s'assoient, ils sont devant une dame qui a un chat ou un chien à côté d'elle, et donc, de manière tout à fait discrète, ils la regardent et ils commencent à réfléchir. On me demande souvent, est-ce que l'empathie, on peut la développer? Oui, il faut l'exercer. Oui. Ça veut dire exercer l'imagination d'abord. Et l'observation, parce que j'allais vous dire, certaines personnes sont très curieuses et très observatrices, et on voit que d'autres, ça a l'air de leur passer complètement au-dessus. Exactement. Mais ça se cultive. Absolument. Oui. Ça se cultive, et ça c'est pratique. Et donc, observer, donc j'observe la dame qui est en face. Je ne dis rien, discrètement, je fais comme si je ne la regardais pas, et puis après je me dis, tiens, cette dame, elle va voir sa fille, parce qu'elle est préoccupée, parce que sa fille vient de divorcer. Et je me raconte une histoire, qui est peut-être fausse, mais c'est une manière d'imaginer, je la vois à visage soucieux, observation, et je suppose qu'elle a une inquiétude. Et j'imagine pourquoi cette inquiétude. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je parle de moi, de ma profession, il faut que je vous dise, Anne, et je dis aux auditeurs aussi, que quand je vais à la salle d'attente et j'ouvre la porte pour faire entrer mon patient, je regarde tout de suite son visage, je sens sa présence et je sais déjà comment ça va, comment ça se passe. J'ai remarqué d'ailleurs quand on s'est retrouvés, parce qu'on ne s'était jamais vu en vrai, comme vous étiez observateur des personnes qui étaient là. Je vous ai observé. Absolument. Absolument. Parce que voilà, c'est naturel chez vous, forcément, avec le temps. Absolument. C'est automatique maintenant. Ouais. Et souvent, le patient s'assoit ou s'allonge
Et j'ai dit, j'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui plus préoccupé qu'avant. Oui. Et souvent, mais très souvent, il me dit, c'est exactement ça, docteur. Comment vous l'avez vu? Ou bien des patients que viennent à la deuxième fois, je le vois la première fois, je le vois une deuxième fois, et à la deuxième, je lui demande qu'est-ce que vous avez pensé en sortant de notre première rencontre? Il me dit, mais écoutez, docteur, j'étais impressionné parce qu'en si peu de temps, vous avez compris tellement de choses me concernant que je ne peux pas croire, alors que nous avons eu une demi-heure de consultation. 60 ans de métier, hein, vous l'avez rappelé bientôt, hein, donc c'est quand même pas rien en termes d'expérience C'est ça, de personnes c'est ça. entendues, rencontrées, vues, voilà. toute cette empathie justement. Et le visage. Ouais. Alors, il faut, je dis toujours, un bon professionnel, et je dirais une bonne intervieweuse, une bonne journaliste, doit être une excellente physionomiste. Le mot exact, c'est physiognomoniste. Physiognomoniste. Gnomoniste, parce que oui. c'est la connaissance. C'est la connaissance du visage. Mais ça aussi, c'est relativement intuitif. Comment c'est relativement intuitif? Ah oui. Mais combien de fois, pour moi, c'est fondamental, le visage. On parle de l'autre, que l'autre, parfois... Alors, l'autre, je vous offre, Anne, vous me regardez. Les auditeurs n'imaginent pas que nous sommes l'un en face de l'autre. Eh bien, vous me regardez, je vous regarde. Oui. Eh bien, je vous offre mon visage. Oui, on est là. On est là. Oui. Je vous offre mon visage. Eh bien, moi-même, je ne vois pas mon visage. Et même si j'ai une glace, je ne vois pas ce que j'offre à l'autre. Non. En offrant le visage, je lui laisse voir une fenêtre de mon inconscient. Et que je ne connais pas moi-même. Exactement. Parce que je vous vois beaucoup plus que vous ne vous voyez. Exactement. Sauf si on passe sa journée à se filmer, à se regarder soi-même, ce qui n'arrive pas. Voilà. Notre visage, je l'appelle comme ça, c'est la fenêtre de notre inconscient. L'autre nous regarde, il voit en nous des choses que nous ne voyons pas, nous-mêmes. Alors, vous me tendez la perche pour aussi ces découvertes plus récentes sur les neurones miroirs. En neurosciences, on sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce mécanisme que vous venez quelque part un peu de décrire, qui est que ce que je vais percevoir de l'autre, que je ne perçois pas forcément moi-même. Oui, dans les neurones du miroir, les recherches sont en chemin. Oui. C'est pas encore... On a définitif. Nommé ça il y a déjà une dizaine d'années, quinzaine d'années. Les neurones du miroir, c'est la capacité de notre cerveau, justement, d'être sensible à ce que fait l'autre et imaginer ce que je ferais moi-même ou faisons moi-même. Si vous voulez, vous avez un papier dans la main, je vous observe, ça c'est fondamental qu'il y ait l'observation. Oui. Je vous observe et mon cerveau imagine que je pourrais moi aussi être avec un papier dans la main. Oui. C'est une sorte d'imitation virtuelle qu'on n'imite pas, mais on imagine. C'est pour ça qu'on parle des miroirs. Mais je dirais que... L'illustration, c'est aussi... Je discutais un jour avec Fabrice Lucchini qui disait que dans les salles, par exemple de spectacle, dès que quelqu'un commence à tousser, il peut y avoir cette toux communicative où les enfants ont des poux, on commence à se gratter la tête automatiquement. C'est terrifiant hein, de voir à quel point on est en mimétisme. Mais voilà, c'est un mimétisme pensé assez extérieur. Oui. Tandis que dans l'empathie, on traverse la surface extérieure et on va à l'intérieur de l'autre. Là, c'est plus des neurones miroirs. Là, ces neurones, je ne sais pas comment les appeler, c'est des neurones empathiques. Oui. C'est aller plus profondément, parce que la neurone miroir reste dans la surface, dans l'action. C'est presque comme si je partageais en réalité des bouts d'ADN ou de on ne sait quoi avec l'autre. Voilà. Dans la neurone
empathiques. Oui, dans les neurones empathiques, là, ce que vous venez de décrire. On va les inventer, vous et moi. C'est comme si on était branchés ensemble, c'est ça. À la fois différents, mais à la fois semblables. Exactement. Oui. Voilà, ce matin, nous venons d'inventer les neurones empathiques. C'est ça, c'est vous. Alors, ces neurones empathiques, on approche de la fin de cette émission, Docteur Nasio. On a parlé des neurones miroirs. Comment, dans cette idée que l'autre est un autre je, nous pouvons finalement aussi naviguer dans la vie avec cette idée-là. C'est-à-dire que je suis, comme on l'a très bien dit, ce panthéon des autres qui vivent en moi. Et en même temps, je suis moi. Alors qu'est-ce que le moi ? Ça pose cette question de notre identité. Puisque je suis ce panthéon des autres, à commencer par la mère, le père, vous l'avez dit. Et puis il y a tous ceux qui viennent derrière, il y a tous nos ancêtres, on n'a pas parlé d'eux. Bien sûr. Mais il y a tout ce panthéon bien sûr, toute la de ceux qui nous ont précédés. Il y a ma culture. Enfin là, on revient sur des concepts plus généraux de la psy, jungien aussi. Qui est finalement ce je qui m'habite ? D'abord, pour moi, c'est l'immédiateté de mon corps. Là, je vous parle et j'entends ma voix. Et je la connais, cette voix. Elle est ma voix depuis que j'étais enfant. Elle a changé. Elle change. Il y a quelque chose dans l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est ce qui ne change pas en moi depuis ma naissance, depuis même avant ma naissance, qui ne change pas malgré les innombrables changements de ma vie. Donc l'identité, c'est la mémété de mon être. Alors je pense que la mémété de mon être, ce qui est le même, c'est difficile à saisir par moi-même. Je n'ai que des petits bribes, des petits indices. Par exemple, ma voix. Par exemple, sentir mon corps. Par exemple, tout mon fonctionnement, là où je suis dans l'intimité de l'amour. Là, je suis moi. J'étais moi, déjà très longtemps. Oui. Et je serai moi, le jour où ça serait mon dernier soupir. D'ailleurs, je voudrais vous dire, en parlant du dernier soupir, et ça aussi c'est l'identité, le dernier soupir, je me dis que nous tous, lorsque nous mourrons, le dernier soupir, à ces moments-là, à cet instant dernier, nous sommes un enfant. Nous sommes un petit bébé, ou un enfant, pas nécessairement un bébé, un enfant innocent. On revient à cette humilité d'ailleurs dont vous parliez au début. Voilà, je trouve qu'il y a une forme d'abandon comme ça. C'est ça, un enfant qui s'ouvre à l'inconnu de la mort. C'est très beau parce que je trouve que c'est aussi une vision très initiatique en fait de la mort, comme un passage. Exactement. D'un état peut-être à un autre. Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais qui est dans une forme de conscience aussi, de rendre son dernier souffle. Exact. Dénudé. Voilà. Je peux le sentir. Vous voyez, dans l'empathie, je peux sentir complètement ce que vous venez de dire. Oui. C'est ça. Dénudé, c'est ça le mot. On est dénudé. Il n'y a rien. C'est un enfant dans toute son innocence et dans la peur aussi. Comme au moment de la naissance, d'ailleurs. Exactement. On revient au point initial. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est par rapport à cette mémité-là, comme vous disiez. À la fois, il y a ce moi immuable, qui finalement est le même, et en même temps, je suis toujours en perpétuelle métamorphose. Absolument. C'est ça qui est difficile peut-être à saisir. C'est vrai. Je suis à la fois le même, et à la fois jamais vraiment... Et un autre. Qui je suis. Le même et à la fois un autre. Oui. Et chaque minute, je change. Et en même temps, peut-on vraiment changer dans l'absolu ? C'est une grande question qui me taraude. Oui, disons, soyons contents d'arriver à cette contradiction. Oui. Être le même, toujours le même, et être un autre. C'est ça. Merci.
Merci infiniment, cher docteur Nazio, d'être revenu faire ce tour dans Métamorphose. Je suis sûre que celles et ceux qui nous écoutent ont envie de vous entendre, comme vos auditeurs sur France Inter, encore et encore, pour approfondir avec nous, en tout cas, l'importance de ce rapport aux autres, de l'empathie, à la fois pour nous comprendre nous-mêmes, respecter peut-être mieux autrui, mais se respecter aussi soi-même et notre singularité. Je rappelle le titre de votre dernier livre, qui est en petit format, que moi, je dois vous dire, j'aime beaucoup. Parce qu'on peut le mettre facilement dans le sac à main, on peut l'offrir, on peut le passer comme ça de l'un à l'autre, et qui s'intitule « Clara, le bébé qui revient à la vie » et autres récits, qui est paru aux éditions Payot. On a parlé de certains des récits, on n'a pas voulu tous les dévoiler, bien sûr, et puis ils ont déjà été aussi bien publiés. Merci infiniment, docteur Nazio, merci. Merci beaucoup, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.